Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes manières de structurer une économie, et en particulier, comment est-ce qu'une économie décide ce qu'elle doit produire et qui reçoit les revenus de cette production. Donc d'un côté, on a ce qu'on appelle une économie centralisée, une économie dirigée. Et un bon exemple d'une économie centralisée, ce sont les États communistes, en particulier durant le XXe siècle. L'Union soviétique est l'exemple le plus parlant peut-être. Dans une telle économie, c'est le gouvernement qui a le pouvoir sur ce qu'on appelle les facteurs de production. Et dans le cas extrême d'une économie centralisée, la propriété privée n'existe pas du tout. Tout appartient au gouvernement, et c'est celui-ci qui décide comment allouer les biens et services. Donc disons que ça ici, ça représente le gouvernement. Un beau bâtiment avec des grands piliers. Et donc, comme on vient de dire, dans une économie comme celle-ci, le gouvernement possède les usines, possède les fermes, etc. Ici, ça, c'est une belle usine. Et le gouvernement, il va dire à cette usine exactement ce qu'elle doit produire. Par exemple, cette année, l'entreprise est priée de produire exactement 10 000 voitures. Et l'usine dit « Ok, c'est vous le gouvernement, et du coup, on va produire ces 10 000 voitures. » Et de même, le gouvernement peut dire à une ferme ou à un producteur ce qu'il doit produire sur l'année. Ici, ce superbe champ ici représente une ferme qui produit par exemple des pommes. Et je ne sais même pas si c'est réaliste, mais disons ici que le gouvernement demande à cette ferme de produire 10 000 pommes. Et étant donné que c'est le gouvernement qui décide, la ferme va produire 10 000 pommes. Et puis, une fois que tous ces biens sont produits, il faut maintenant décider qui va recevoir ces biens et ces services. Eh bien, dans une économie totalement centralisée, le gouvernement va directement décider, lui, qui reçoit quoi. Une fois que ces voitures sont produites, le gouvernement décidera « Ok, toi, tu reçois une voiture, et toi aussi, et toi aussi. » Et dans une économie comme ça, qui reçoit quoi ne dépend pas du tout de qui est prêt à payer le plus pour cette voiture. Et tout ce raisonnement, c'est vrai aussi pour les pommes. Toutes ces pommes vont être allouées aux différents acteurs selon les choix du gouvernement. Dans une économie centralisée aussi, le gouvernement planifie le plus précisément possible le niveau de production, la quantité de biens et services que chaque entreprise, usine, doit produire chaque année. Ensuite, il alloue ces biens et services de façon optimale entre les différents acteurs de l'économie. Et puis à côté d'une économie comme ça, on retrouve ce qu'on appelle une économie de marché. La plupart des économies du XXIe siècle sont des économies de marché, plutôt que des économies centralisées. Donc dans une telle économie, ce n'est plus le gouvernement qui dicte aux usines et aux fermes, etc., ce qu'elles doivent produire et qui reçoit quoi de cette production. Dans une économie de marché, la décision vient de l'usine elle-même. Ici, de nouveau, on a notre superbe usine. Et notre usine, indépendamment du gouvernement, dans la plupart des cas, va décider elle-même ce qu'elle va produire et va décider elle-même à qui elle va allouer sa production. Donc, elle va analyser le marché et se demander ce dont le marché a besoin. Ici, disons que leur analyse leur dit qu'il y a une demande de 5000 voitures, ici, de nouveau, mes belles voitures, mais également, il y a une demande de 2000 camions, qui ressemble ici à ceci. Et sur quoi est-ce que l'entreprise se base pour savoir ça? Eh bien, ils peuvent observer leurs ventes de l'année d'avant, observer les ventes totales sur le marché, ou encore observer les ventes d'un concurrent direct. Parce que dans une économie de marché, il y aura plus de concurrence. Dans une économie centralisée, comme son nom l'indique, on aura plus souvent une usine géante qui produit tout pour tout le monde. Mais dans une économie de marché, on aura plusieurs petites entreprises en concurrence. Ici, on va ajouter donc une deuxième petite usine du coup. Parce que cette nouvelle usine, elle va pouvoir se dire « Eh mais, cette usine-là, ça a l'air de bien marcher son affaire. Du coup, nous aussi on veut faire des voitures. Mais on va innover, on va les faire en jaune. » Donc dans une situation de concurrence, les entreprises doivent analyser au mieux le marché, dont la concurrence fait partie, pour faire la meilleure estimation possible de ce qu'il faudrait produire. De même, on pourrait avoir notre ferme ici, qui observe que les pommes sont de moins en moins demandées. Et du coup, il pourrait se dire, eh bien ok, désormais, je vais faire des pêches, ça se vendra mieux. Mais dans une économie de marché, la question qui a quoi n'est pas déterminée par le gouvernement ici. C'est de nouveau déterminé par le marché. Mais comment ça? Eh bien disons que ça ici, c'est moi. Et ça, c'est toi. Et il y a une troisième ici, personne, tu peux choisir qui tu veux. Par exemple, moi, je ne suis pas intéressé par un camion. Mais j'aimerais bien
une voiture pour pouvoir voyager et aller au travail aussi. Et toi aussi, tu veux une voiture. Eh bien, dans une économie de marché, c'est le marché qui va déterminer qui peut avoir une voiture. Et comment ça? Ben, par exemple, l'usine, ici, pourra déterminer un prix pour cette voiture bleue. Ils ont dit, par exemple, que le prix était de 15 000 euros. Et peut-être que je suis prêt à payer ce prix-là, ou peut-être pas. Peut-être que j'aime bien cette voiture bleue, mais c'est également possible que je préfère en fait la voiture jaune, que la deuxième usine met en vente à seulement 12 000 euros. Eh bien moi, ouais, finalement, en fait, je préfère celle-là. Et donc dans une économie de marché, bien sûr, les prix ne sont pas fixes. Si la première usine voit qu'elle ne vend pas beaucoup de ses voitures bleues, elle pourra baisser les prix de ses voitures pour concurrencer la deuxième usine. Dans la même idée, si beaucoup de gens veulent se procurer un camion comme celui-ci, l'entreprise pourra augmenter les prix du camion, ou elle pourra augmenter la quantité qu'elle en produit. Et dans une concurrence très forte, si une entreprise n'est pas assez attentive à tout ça, à ses prix et sa quantité de voitures produites, elle pourra vite tomber en faillite. Donc il y a vraiment une grande motivation à satisfaire les besoins du marché et à ajuster les prix et la quantité en conséquence. Maintenant que tu comprends ce que c'est la différence entre ces deux types d'économies, tu pourras aussi te demander ce que sont les points positifs et les points négatifs de ces deux types d'économies. La motivation principale associée à une économie centralisée, c'est les concepts d'équité et d'égalité. Parce qu'à l'opposé, dans une économie de marché, ce qui découle d'une telle économie, c'est que de nombreux acteurs sont en compétition. Certaines personnes travaillent plus que d'autres. Certaines personnes innovent plus que d'autres. La chance aussi rentre en compte. La chance de se trouver au bon endroit, au bon moment, peut aussi avoir un impact. Donc, dans ce second cas, on aura naturellement un certain niveau d'inégalité. Et du coup, une des idées importantes derrière une économie centralisée, comme dans le cas d'une économie communiste, c'est de dire, mais nous, on veut faire disparaître ces inégalités. On veut que tout le monde ait la même voiture, la même quantité de nourriture, et du coup, on veut une seule grosse entreprise qui va construire toutes ces voitures, une seule grosse entreprise qui va produire toute cette nourriture. Dans les faits, l'idée derrière une économie centralisée est un peu utopique. L'histoire nous a montré que, même dans les cas les plus positifs du communisme, il existe toujours des inégalités liées à l'accès aux ressources. Certaines personnes sont plus proches des décideurs et en retirent des avantages, un meilleur appartement, une meilleure voiture ou autre. Certaines personnes se retrouvent dans des lieux isolés et ont du mal à se procurer des ressources. Dans une économie de marché, oui, c'est vrai qu'il y a un certain niveau d'inégalité qui va apparaître. Mais le point le plus positif d'une telle économie, et aussi la raison pour laquelle la majorité des pays ont adopté une économie de marché, et même les pays dont l'idéologie est communiste comme la Chine ou le Vietnam, eh bien la raison pour laquelle ils ont choisi une économie de marché, c'est parce qu'elle permet plusieurs choses. L'innovation par exemple. Dans une économie de marché, les gens vont être poussés à innover en permanence pour rester compétitifs. En plus de ça, une économie de marché va apporter de nombreuses incitations. Inciter les gens à innover plus, à travailler plus, à faire plus de choses. Parce que pensons à une économie centralisée. Dans ce cas-ci, le gouvernement nous a demandé de faire 10 000 voitures. Puis il nous a aussi dit exactement le modèle qu'on devait produire. Dans ce cas-là, peut-être qu'on a une super idée qui pourrait en fait révolutionner l'industrie de la voiture, mais au final, même si on travaille plus pour mettre cette idée en place, eh bien, on n'aura pas forcément de récompense pour ça, on ne va pas avoir de prime. Du coup, ça ne nous incite pas vraiment à avoir des idées innovantes, à travailler plus. Mais dans l'autre cas, ici, on a une concurrence forte. Du coup, si avec mon idée, j'arrive à faire des meilleures voitures, à faire des voitures moins chères, je vais en vendre plus. Les gens vont être attirés par mes voitures révolutionnaires. Du coup, je vais gagner plus. Je vais avoir des incitations à innover, à travailler plus. Et en voyant tout ça, l'entreprise concurrente va se dire « Zut, si j'innove pas moi, je vais perdre toutes mes parts de marché ». Du coup, elle aussi va être incitée à innover, à travailler plus. Au niveau individuel aussi, ça aura un impact. Si moi, je peux me permettre cette voiture jaune, mais j'aimerais tellement cette voiture bleue, je vais donc vouloir travailler plus pour augmenter mon pouvoir d'achat et pour pouvoir acheter cette superbe voiture bleue. Maintenant, même si la majorité des économies du monde sont très proches d'une économie de marché pure, ce ne sont pas des économies de marché parfaites. En effet, le gouvernement est très impliqué dans certaines industries. Dans beaucoup de pays, le gouvernement a un grand pouvoir de décision dans le domaine des soins de santé par exemple, ou de l'armée. Dans de nombreux pays, la sécurité sociale, elle, va garantir à tous des soins de santé, même pour les plus pauvres, ou encore le gouvernement sera en charge des droits au chômage ou de la distribution des allocations minimum,
distribués aux gens plus pauvres pour qu'ils puissent se nourrir. Du coup, pour être tout à fait précis, il y a en fait un spectre, tout un spectre ici, entre ces deux économies. Et la grande majorité des économies se retrouvent entre ces deux définitions, sans pour autant être dans un extrême ni dans l'autre. On va appeler ça des économies mixtes. Pour résumer, dans une économie centralisée, le gouvernement va avoir un pouvoir de décision sur l'ensemble de l'économie, alors que dans une économie de marché, le gouvernement n'aura aucun pouvoir de décision sur le marché. Mais la réalité, dans la grande majorité des économies mondiales, c'est que toutes les économies se trouvent dans un spectre entre ces deux définitions, avec certaines économies plus penchées vers un fonctionnement centralisé, et d'autres plus penchées vers une idée d'économie de marché.